Force élastique. Alors, pour parler de la force élastique, il faut déjà comprendre que ce que sont plutôt ce qu'on appelle des propriétés élastiques. Alors, je vais vous donner un petit exemple, mais je n'ai pas grand-chose sous la main, pardon. Donc, j'ai une feuille, par exemple. Je prends une feuille de papier et j'exerce sur elle une force. Donc, je déforme cette feuille. Elle n'a plus la même forme que tout à l'heure. Et si maintenant, eh bien, j'enlève la force, je la tiens juste par un petit bout, eh bien, la feuille de papier, elle n'a pas repris sa forme qu'elle avait au début. Donc, j'exerce une force, je déforme la feuille, j'arrête d'exercer cette force, la feuille reste déformée. Elle ne redevient pas plate comme elle était avant. Alors, maintenant, j'ai ici un élastique. Cet élastique, bon, il est tout petit, hein, mais je vais essayer de vous montrer. Si je tire dessus pour le déformer, il se déforme, justement, comme la feuille. Par contre, contrairement à la feuille, si je lâche, il reprend la forme qu'il avait au début. Il n'est pas resté allongé, cet élastique. Alors, là, il y a quand même une différence fondamentale entre ces deux objets. Eh bien, la différence, c'est qu'il y en a un qui a des propriétés élastiques, c'est l'élastique, justement, et puis l'autre, la feuille de papier, qui n'a pas, justement, ces propriétés élastiques. Donc, la définition, grosso modo, des propriétés élastiques, c'est que quand vous exercez une force sur un objet, cet objet se déforme, ça c'est normal. Si vous arrêtez d'exercer cette force et que l'objet reprend sa forme qu'il avait au début, son état initial, alors ça veut dire qu'il a des propriétés élastiques. Et l'objet qu'on utilise en physique pour étudier ça, c'est le ressort. Donc, les ressorts sont des objets qui ont des propriétés élastiques et qui sont donc très bien pour étudier ça. Si on n'était pas confiné à la maison, je vous ferais volontiers un TP, une expérience sur les ressorts, que je ne perds pas espoir hein, que je puisse vous la faire quand même un jour à la rentrée. On espère quand même qu'on ne va pas être confiné jusqu'aux vacances d'été. Enfin bon, ça, on verra bien. L'avenir nous le dira. Alors, imaginons que vous avez un ressort. Ce ressort, vous l'attachez au mur, par exemple, et il a une certaine longueur. Une longueur quand il est dans une situation qu'on dit au repos, que je vais donc dessiner en bleu. Il a cette longueur-là quand il est au repos. Alors, maintenant, on va voir une première situation qui est la situation dans laquelle, dans laquelle je vais allonger le ressort. Donc, je vais regarder ce qui se passe quand on allonge le ressort. Alors, pour allonger le ressort, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ça veut dire que je dois le déformer. Donc, pour le déformer, je dois exercer sur lui une force qu'on appelle une force extérieure. Et lui, le ressort, vous avez déjà tiré sur un ressort, vous savez très bien que lui, il va réagir en exerçant une force de rappel en quelque sorte. Parce que lui, ce qu'il veut, le ressort, si vous le tirez comme ça, il veut revenir comme ça. Il veut reprendre sa forme initiale parce que justement, il a des propriétés élastiques. Donc, il va exercer une force qui est en fait la même que celle que vous avez exercée ici, mais de sens contraire. Comment elle est cette force en fait? Eh bien, cette force, elle a un lien en réalité avec la déformation. La déformation, qu'est-ce que c'est? C'est le delta x que vous voyez ici. Ce delta x, c'est la quantité de longueur dont a été déformé le ressort. C'est-à-dire la différence entre sa longueur quand il est au repos et sa nouvelle longueur quand il est étiré. Et donc, le but de ce cours, c'est de vous montrer quel est le lien entre la force du ressort et justement cette différence de longueur, ce delta x qu'on appelle la déformation. On peut quand même imaginer que plus le delta x est grand, plus la force va être grande. Vous avez déjà peut-être remarqué, si vous faites du tir à l'arc, si vous tirez un petit peu l'arc, il n'y a pas une grande force, mais plus vous le déformez, plus il faut tirer fort.
Donc, on peut quand même raisonnablement penser que plus la force augmente, plus le delta X augmente, ou l'inverse, plus le delta X augmente, plus la force augmente. Alors, avant de voir à proprement parler quel est le lien qui est entre les deux, je vous montre une autre situation, qui est la situation où, cette fois, on va comprimer un ressort. Donc, vous avez toujours ce ressort au repos qui a une certaine longueur, mais cette fois, je vais comprimer le ressort. Donc, si je comprime le ressort, je vais exercer une force sur lui de manière à le pousser. Vous avez le ressort qui est comme ça, je le pousse, je le comprime. Qu'est-ce qu'il va faire le ressort? Il va changer de taille, il aura une nouvelle taille à la fin qui sera plus petite que celle qu'il avait au début. Et donc, il aura subi en fait une déformation. Et cette déformation, il y a la taille qu'il avait au début, c'est le trait bleu. La nouvelle taille qu'il a maintenant, c'est le trait violet. Et donc, la déformation, c'est la différence qu'il y a entre le bleu et le violet. C'est ce delta X qui est ici. Comme en haut, mais de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le ressort, lui, étant donné, encore une fois, qu'il est élastique, il a envie de reprendre sa forme qu'il avait au début. Donc, plus j'appuie sur ce ressort, plus le ressort va réagir et va exercer une force pour reprendre la forme qu'il avait au début, qui est cette force du ressort que je dessine en ce moment en orange. Vous voyez que la situation entre l'allongement et la compression, en fait, il y a un effet miroir, en fait. C'est complètement symétrique, c'est la même chose, mais à l'inverse. La même chose par rapport à la situation au repos que j'ai définie ici par le trait bleu, en réalité. Alors, là encore, maintenant, le but, c'est de déterminer quel est le lien, quel est le lien entre cette force du ressort en jaune et le delta X, la déformation en violette. Ce lien, c'est un lien de proportionnalité. Alors, il existe une loi en physique qui s'appelle la loi de Hooke, qui traduit le fait que la force du ressort, le F, que j'ai fait ici, que j'avais dessiné en orange, eh bien, il est proportionnel à ce delta X que j'avais dessiné en violet. Alors, lorsque vous avez deux grandeurs qui sont proportionnelles l'une à l'autre, vous écrivez, par exemple en maths, quand on a je sais pas, y qui est proportionnel à x, on écrit, voilà, ici, on écrit, si on a y qui est proportionnel, attendez, je vais tourner ce machin, voilà, proportionnel à x, et on écrit y égale une constante, en général on appelle ça a, fois x. Puis le a, c'est une constante. Quand on fait le graphique, c'est ce qu'on appelle la ponte du graphique. Vous avez dû voir ça probablement à l'école. Donc, on a une des grandeurs qui est égale à une constante fois l'autre grandeur. Eh bien, ici, c'est exactement ce qu'on fait. Les deux grandeurs sont proportionnelles. Et donc, ça veut dire qu'on peut écrire une comme étant égale à une constante fois l'autre. Alors, cette constante, d'abord, je précise que dans la formule, F ressort, c'est la force que le ressort exerce. Donc, c'est la force de rappel du ressort qui doit être exprimée comme toutes les forces en Newton. Le delta X, c'est ce qu'on appelle la déformation du ressort. Donc, si c'est une déformation, c'est une différence de longueur, d'où le delta, c'est la différence entre la longueur qu'il avait au début et la longueur qu'il a à la fin, après l'avoir soit étiré, allongé, soit comprimé, donc raccourci. Et puis donc, la constante qu'il y a entre les deux, eh bien, cette constante, on appelle ça la constante d'élasticité du ressort. On appelle ça aussi la raideur du ressort. Et d'après les unités, elle doit être exprimée en newton par mètre. Alors, je parlerai tout à l'heure de ce que c'est que la constante du ressort. Vous pouvez voir dans cette formule qu'il y a des petites flèches sur le F ressort et sur le delta X. Ces petites flèches, ça veut dire qu'on considère des vecteurs. Donc, quand c'est des vecteurs, je vous avais expliqué ce que c'était que des vecteurs, ça veut dire qu'on considère la taille, mais on considère aussi la direction et le sens. Alors, si vous regardez la page d'avant,
ici, vous voyez que dans les deux cas, que ce soit l'allongement ou la compression, si on est dans la compression, la force du ressort, elle est dirigée comme ça. Et si on est dans l'allongement, la force du ressort, elle est dirigée comme ça. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. 2 bêtises même. Voilà, je recommence. Donc, si vous allongez le ressort, lui, il exerce une force qui va à l'encontre de l'allongement, parce qu'il veut reprendre sa forme initiale. Si vous le comprimez, pareil. Cette force, elle va à l'encontre de la compression parce qu'il veut reprendre sa forme initiale. Et justement, la déformation, elle, eh bien, au début, le ressort, il est au repos, il est ici. Et donc, vous allez le déformer dans ce sens-là. Et vous voyez qu'en fait, le delta X, il n'est pas dans la même direction que la force du ressort. Les deux sont dans des directions opposées. Et ça, qu'on parle de l'allongement ou qu'on parle de la compression. Parce que quand on le comprime, le ressort, il est là au début, puis à la fin, il est là. Donc, il y a une déformation dans ce sens-là, de droite à gauche, en fait. Donc, dans les deux cas de figure, delta X et F, la force, en orange, en jaune, sont dans le sens opposé. Alors, mathématiquement, pour traduire que deux objets sont dans des sens opposés, eh bien, on met un moins. C'est pour ça qu'ici, il y a un moins ici dans la forme. Alors, je vous le dis tout de suite, ce moins, vous n'allez jamais avoir à l'utiliser. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement la direction ou le sens, mais c'est surtout dans les calculs, quelle est la valeur en fait de la force. Alors, cette valeur, il suffit de prendre ce qu'on appelle la norme, c'est-à-dire uniquement s'intéresser à la longueur des vecteurs. Et si on s'intéresse uniquement à la longueur des vecteurs, la force du ressort, elle est égale à une constante qui est la constante du ressort fois la déformation delta x. Donc c'est celle-là, la formule que vous allez devoir utiliser dans les calculs. Celle-là, je l'ai mise parce que c'est la vraie formule, hein, bien sûr, mais on ne va pas vraiment l'utiliser. Celle qu'on va utiliser, c'est celle-ci, et c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Elle traduit, encore une fois, le fait que la force est proportionnelle à la déformation delta x. Soit dit en passant, ça, le prouver en fait cette formule par l'expérience, c'est le but d'un TP qui porte justement sur la loi de Hooke, sur les ressorts. Donc si un jour on retourne au gymnase en première année, je vous ferai faire cette expérience très probablement, si le temps le permet. Alors, je reviens maintenant à... Enfin, j'ai une ou deux remarques. Combien j'en ai des remarques? Voilà, j'ai plus que ce transparent, puis après j'ai terminé. Alors, la première remarque que je vais faire, c'est une que j'ai déjà faite en réalité, c'est l'histoire du moins. Donc, le moins qu'il y a dans la formule, elle exprime uniquement le fait que la force du ressort, que j'avais dessiné en orange-jaune, elle est toujours dirigée dans le sens contraire de la déformation. Donc, comme c'est dans le sens contraire, eh bien, on met un moins pour exprimer le fait que ça va dans le sens contraire. Mais en réalité, dans les calculs, on s'en fout de cette histoire. Donc, ce qui est important dans les calculs, je le répète, c'est l'autre formule, celle qui n'a pas le moins, c'est-à-dire celle qui est à droite ici. C'est celle-là que vous allez utiliser dans les calculs et non pas celle-ci. Ensuite, le cas, la constante d'élasticité du ressort. Une petite remarque, cette constante d'élasticité du ressort, c'est en fait une propriété du ressort. C'est-à-dire, si vous prenez deux ressorts différents, eh bien, ils auront chacun leur propre constante. C'est une caractéristique de chaque ressort. C'est comme les empreintes digitales pour un être humain. Chaque être humain a des empreintes digitales qui sont différentes des autres, par exemple. Donc, cette constante K, cette propriété, elle va dépendre de comment est fabriqué le ressort. Donc, même si vous fabriquez des ressorts identiques, ils sont quand même un tout petit peu différents. Il y aura de très faibles différences qui vont faire que le cas, il n'est pas tout à fait la même chose. Alors, de quoi ça dépend? Ça dépend du matériau avec lequel est constitué le ressort. Si vous le faites en aluminium ou si vous le faites en acier ou bois, ce ne sera pas la même chose. Et ça dépend aussi de ses caractéristiques géométriques.
Donc, si par exemple, vous prenez un petit fil pour torsader, pour faire le ressort, ou vous prenez un gros fil qui a une grosse épaisseur pour faire un ressort, évidemment, et vous n'aurez pas la même raideur du ressort, la même élasticité du ressort. Si les mailles sont très écartées les unes des autres, ou au contraire, si elles sont toutes serrées, vous n'aurez pas la même élasticité non plus. La longueur va avoir un effet aussi sur l'élasticité du ressort. Donc finalement, tout ça, j'ai englobé tout ça dans les caractéristiques géométriques et puis aussi les caractéristiques du point de vue du matériel qui est utilisé. Donc voilà de quoi dépend la constante d'élasticité d'un ressort. Je termine ce petit chapitre sur la force élastique en vous disant que il existe des appareils qu'on appelle des dynamomètres. Donc, ils sont dans les armoires au gymnase. J'en ai pas un ici pour vous montrer. Et ces appareils, ils servent à mesurer les forces, tout simplement. Alors, comment ils sont conçus? En fait, c'est un cylindre à l'intérieur duquel il y a un ressort. Et le ressort, il y a un crochet à ce ressort. Donc, en fait, vous accrochez le ressort d'un côté, le tube de l'autre, et puis quand vous tirez de part et d'autre, vous exercez donc une force sur ce ressort. Ce ressort, il va donc s'allonger. Et les gens qui ont fabriqué les dynamomètres, ils savent le ressort qu'ils ont mis à l'intérieur. Ils savent que si le ressort s'allonge de tant de millimètres, ça veut dire qu'on exerce tant de force. Donc, au lieu de mettre une graduation en millimètres qui vous permet de mesurer la longueur du ressort, eh bien, ils vous mettent une graduation directement dans les unités de la force, c'est-à-dire des newtons. Et donc, en tirant dessus, on voit sur la graduation le nombre de newtons qui correspondent à la force qui est exercée. Donc ça, c'est des appareils qui sont très simples, hein, qu'on utilise donc en physique, en mécanique assez souvent. Là encore, hein, si on retourne en classe, je vous en montrerai. Et puis peut-être même qu'on les utilisera dans un TP.